petite introduction de ma part. Donc, merci Inès d'être là, oui, de ta disponibilité et d'avoir accepté de nous parler de la responsabilité numérique des organisations. Du coup. Donc, on est là pour comprendre un peu en quoi ça consiste et on a hâte de t'écouter, de voir ta présentation et on aura peut-être quelques questions. Donc, comme je disais, ça va être enregistré, ça va être disponible sur notre site, sur notre page IAE, mois de l'international, donc qui est un événement organisé par IAE France, donc tous les IAE de France. Et nous avons aussi des partenaires internationaux, notamment l'Université d'État de Tomsk qui organise en même temps leur Winter School qui sera certainement présent et pour lequel nous aussi on participe pour certaines conférences. Donc, ça a double utilité, triple. Voilà, je te remercie encore et je te laisse la parole pour nous parler de tout ça. Merci Véronica. Donc, je vais me présenter et peut-être qu'à ce moment-là, on comprendra aussi mon intérêt vers le sujet. Donc, Inès Arami, je suis maître de conférence à l'IE de Nice, Graduate School of Management. Et bien entendu, j'interviens sur des modules relatifs au système d'information, aux données et à tout ce qui peut toucher le numérique. Donc, à ce titre et au titre aussi de responsable au niveau du centre d'accompagnement pédagogique, l'intérêt que nous donnons vers les données dans l'université m'intéresse beaucoup et notamment par rapport aux étudiants. Donc, je vais vous parler de la responsabilité numérique des organisations, cette nouvelle thématique, nouvelle ancienne thématique qui a toujours existé, mais pour laquelle on porte un intérêt particulier aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire c'est un sous-domaine de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, si vous le voulez. Voilà, moi je vais prendre le volet informatique et je vais surtout m'attacher au côté données, c'est-à-dire l'impact que nous avons sur les données. Donc, qu'est-ce que j'entends par la RNE ou RNO, c'est-à-dire responsabilité numérique des entreprises et des organisations? C'est la prise en considération aujourd'hui des défis que nous avons environnementaux, sociaux, sociétaux et aussi par rapport à la gestion des données. On ne peut plus aujourd'hui ignorer l'impact des technologies sur nos organisations, sur nos usages, sur même notre vie quotidienne. Donc, cette utilisation des données a-t-elle été la même d'abord que nous soyons dans une entreprise ou que nous soyons dans une structure organisationnelle telle que l'enseignement supérieur et la recherche? Et c'est ce volet-là qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire cette prise en compte ou prise en considération de cet élément de la responsabilité numérique des universités. Existe-t-elle? Responsabilité numérique, de façon générale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire université, laboratoire, école supérieure, nous sommes tous dans le même paquet et nous avons tous besoin de savoir où nous en sommes en tant que personnes dans l'utilisation des données par rapport à la notion de responsabilité sociétale. Donc, de quoi est-ce que nous parlons? C'est qu'est-ce que nous parlons? Vous voyez ces 4 slides où vous allez voir que j'utilise du bleu et j'utilise des couleurs parce que j'ai pris, cela ne m'appartient pas, j'ai pris cela d'une infographie qui a été créée par l'Institut national de la recherche en responsabilité numérique. Donc, elle fait intégralement partie de la RSE, autant au niveau environnemental que sur, bien entendu, la responsabilité éthique qui est aujourd'hui relative à l'IA, à l'intelligence artificielle que nous utilisons, bien entendu, au niveau des universités, que nos étudiants utilisent
vous allez voir qu'il y a deux volets dans ce travail. Qui fait quoi? Nous avons aussi la responsabilité réglementaire qui est liée à la protection de la donnée ou des données. C'est le RGPD que vous connaissez dans plusieurs universités ou bien plusieurs écoles, qu'on connaît bien en Europe puisque réellement il est déployé et utilisé. Bien entendu, il y a encore du progrès à faire, mais l'RGPD est en place. Et puis, il y a aussi tout ce qui est responsabilité sociétale relative à la gestion et au partage des données, à la transformation du mode de travail. Nous y sommes en plein dedans par rapport au télétravail. Maintenant, je suis avec vous via une visioconférence. Donc, quelle est notre responsabilité dans ce partage de données et d'informations? Ensuite, quelque chose qui devrait nous interpeller, c'est l'inclusion. Est-ce que les outils numériques favorisent l'inclusion ou plutôt nous sommes tout au contraire, nous sommes dans ce que j'appelle une inéquité par rapport à nos étudiants, par rapport à ceux qui sont dotés d'outils informatiques, conscients ou inconscients. Parce je peux être conscient et être mal doté, mais je peux aussi, par méconnaissance de ce qui existe, être mal doté en outils informatiques. Donc, la RNE reprend tous ces éléments. D'un autre côté aussi, avec la responsabilité numérique, on essaye de jouer sur le côté environnement. Et ce n'est pas une mince affaire dans le sens où on dit, ben, oui, on ne peut pas aujourd'hui, avec le numérique, ne faire attention à l'environnement. Bien au contraire, nous sommes en train de voir qu'il y a une massification de données. La massification des données existe hors université, hors école. Elle existe, elle est là, elle s'impose à nous avec le big data, avec les entrepôts de données, ce qu'on appelle les data warehouse. Donc, cette consommation de données a aujourd'hui un gros impact sur notre vie. Vous voyez qu'on est à 1,7 million d'octets de données produites par personne chaque seconde. Nous en sommes. Où en sommes-nous, nous, en tant que personnel de l'université, étudiants? Sommes-nous conscients de cette consommation de données? Et si nous sommes conscients, y a-t-il un moyen de diminuer cette consommation sans pour autant freiner le monde universitaire ou le monde de la recherche? Ce n'est pas l'objet. L'objet de cette RNE, c'est justement continuons à utiliser ces technologies tout en préservant l'environnement dans lequel nous vivons. Cela est-il possible si je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près par individu, si vous faites un petit peu le tour de ce que vous avez chez vous, combien d'adresses IP possédez-vous par personne? Une adresse IP, c'est un ordinateur connecté, c'est un téléphone connecté, ça en fait deux. Je peux peut-être dans mon environnement avoir un iPad ou encore une tablette, nous en sommes à 3. Peut-être que j'ai une montre connectée, nous sommes à 4. Et ainsi de suite, et vous vous rendez compte des sources d'outils aujourd'hui que nous utilisons et qui ont un impact sur notre santé, sur notre environnement, mais notamment sur la planète et ce que nous allons léguer aux futures générations. Donc, il ne s'agit pas de limiter, il s'agit d'utiliser comme il faut tous ces éléments, parce que vous allez voir, je vais vous le démontrer, c'est que nous utilisons, mais nous ne savons pas utiliser. Nous utilisons mal tout cela, et par le fait de cette mauvaise utilisation, nous sommes en train justement de créer un impact environnemental par rapport au numérique qui est très important et qui est capable de faire beaucoup de dégâts. L'impact social aussi. L'impact social, c'est amusant de voir, si vous voulez, par rapport à cette pandémie qui nous touche tous. On a sauvé des centaines de millions d'êtres humains, probablement, d'un virus. Mais d'un autre côté, nous avons fait des centaines de milliers de personnes qui ont été atteintes par une autre maladie, qui est relative à cette surexploitation de données. Donc, il y a un impact social.
sur cette consommation accrue, cette mise en place de tout ce qui est possibilité par un clic de se connecter à un environnement. Et donc aujourd'hui, nous sommes justement dans dans ce contexte de facilité d'utilisation. Donc, tout est à portée de main pour ceux qui ont les outils, bien entendu. Donc, mais d'un autre côté, il suffit qu'il y ait eu un problème au niveau de ces outils pour que les personnes se trouvent déconnectées. À l'université, nous l'avons connu au début de la pandémie. Donc, les étudiants qui avaient l'habitude de se connecter le plus sur les campus, en venant sur les campus, se trouvant isolés, ont eu un problème, ont eu beaucoup de soucis pour se connecter et donc faire partie encore de cette société qui utilise le numérique. Donc, on peut créer une fracture. Nous voyons aussi que si je prends par exemple ce que je mets ici dans le tiers droit bas, c'est aujourd'hui que aussi selon l'utilisation du numérique, il y a une utilisation numérique différente selon qu'on soit homme ou femme. C'est bizarre, ça semble bizarre aujourd'hui, mais c'est une réalité. Donc, dans un foyer où il y aura probablement 4 personnes, un papa, une maman et 2 enfants, on a vu qu'il y a une tendance à prioriser l'homme dans son travail parce qu'il y a un manque d'outils numériques et on voit justement l'impact social du numérique dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, on va petit à petit reprendre tout cela au niveau, bien entendu, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il y a beaucoup de similitudes dans notre utilisation. Ensuite, il y a cette gestion de données. Donc, la gestion de données, aujourd'hui, elle touche aussi bien la protection que le volume, que le droit de chacun d'entre nous, par exemple, à la déconnexion. Donc, c'est un droit, on devrait pouvoir l'exercer. Pouvons-nous réellement l'exercer au sein de l'université, par exemple? Et est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que les gens sont au courant que nous pouvons utiliser cela? C'est tout un débat autour de cette information. Je vais vous donner des anecdotes. Aujourd'hui, une personne qui écrit une mail, on sent comme une obligation de faire une répondre à tout le monde. Si la personne a écrit à 10 personnes, vous vous sentez obligé, au lieu de répondre à la personne en question en lui disant « j'ai bien reçu ton mail, je donne suite à ton mail », on se sent obligé de faire forward all, c'est-à-dire répondre à tout le monde pour dire « oui, j'ai reçu le mail et je réponds et les autres sont en courant ». Donc, il y a une surconsommation de données, un surenvoi de données. L'autre problème que j'ai vu avec mes étudiants, puisque c'est un sujet aussi qu'on peut traiter avec les étudiants, c'est cette capacité de stockage que nous avons. Aujourd'hui, par le fait qu'on ait des outils nous permettant de stocker, on stocke. C'est vrai que la nature a horreur du vide, mais nos cerveaux aussi apparemment, et tant qu'on peut garder, on a peur d'enlever parce qu'on craint justement d'en avoir besoin un jour. Ce stockage boulimique que moi je nomme aujourd'hui, c'est-à-dire que si on prend une communauté de chercheurs, vous, nous, une communauté d'agents d'administration, et qu'on fait un petit peu le tour du poids de leur boîte mail, d'une seule boîte mail, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de choquant à la limite. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aussi au fait qu'il y ait un manque, si vous voulez, d'assurance en matière de sécurité. Est-ce que si je dois prouver quelque chose par la suite, j'ai où aller chercher l'information? Donc, il y a tout ce contexte aujourd'hui qui fait que nous sommes face à un surstockage de données. Et vous savez bien que s'il y a surstockage de données, ça veut dire que par la suite, quand je vais chercher l'information, je vais solliciter tous les éléments qui me permettent d'accéder à cette information, que ce soit des serveurs, que ce soit la ligne, que ce soit l'ordinateur. Et donc, non seulement
j'utilise un stockage qui, lui, est énergivore, mais les canaux nécessaires pour arriver jusqu'à cette ligne vont consommer à leur tour. Donc, je vous dis, c'est pour ça que nous sommes dans cette boulimie de sauvegarde, de stockage et de consommation. Donc, d'un point de vue général, la RNE est tout cela en même temps. Donc, elle va utiliser, elle va chercher à améliorer, si vous voulez, tout ce qui est relatif aux données, tout ce qui est relatif à la société, sociétale, et tout ce qui est relatif aussi à l'environnement. Donc, cela veut dire pour nous que nous devons aujourd'hui intégrer la responsabilité numérique des entreprises ou bien des universités, des organisations, tout au long d'une chaîne de valeur de l'entreprise. Il faut que ce soit ceci, que ça devienne obligatoire. Et bien, comment l'intégrer? Comment l'intégrer dans la chaîne de valeur? On a 4 éléments essentiels à utiliser. La première, ce serait faire appel à la notion de sobriété. La sobriété numérique doit faire partie d'un principe de stratégie numérique d'une entreprise. Ensuite, on doit s'attaquer à la notion de gouvernance, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs de gouvernance qui vont me permettre d'évaluer la performance de l'entreprise, mais bien entendu en prenant en considération un indicateur qui est un indicateur de consommation numérique ou bien de comportement numérique. Il faut aussi intégrer aujourd'hui le numérique dans un dialogue social et non pas l'exclure ou bien le mettre uniquement comme un élément appartenant aux spécialistes, que je mets entre guillemets, des spécialistes informatiques. Non, le numérique aujourd'hui appartient à tout un chacun et donc il faut qu'il rentre dans le dialogue social de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle nous sommes et que, bien entendu, avec les principes de la stratégie, devienne une deuxième peau dans notre vie et dans notre comportement. Et pas, cela est possible aussi, et il faut qu'il y ait de partout des chartes numériques, des chartes d'utilisation, de consommation numérique. Le troisième volet, et non des moindres, c'est celui de la formation et de l'information. Aujourd'hui, il faut déployer la responsabilité numérique dans la formation. Il faut que l'éducation à l'information aussi devienne une priorité de nos institutions, de notamment l'enseignement supérieur et la recherche, comment chercher l'information, comment être responsable de notre recherche de l'information. Sans vouloir le citer, bien entendu, ce réflexe que nous avons tous de Google est un réflexe qui consomme énormément d'énergie, ou bien apprendre, même si on utilise ce moteur de recherche, apprendre à mettre des recherches dans le cache de l'ordinateur pour ne pas solliciter certaines procédures qui deviennent de plus en plus par la suite consommatrices et énergivores. Enfin, le quatrième élément, c'est l'inclusion. C'est l'utilisation du numérique inclusif avec partage des données. Aujourd'hui, essayer le maximum possible, utiliser des plateformes de partage, utiliser des sources communes, notamment dans la recherche, c'est-à-dire ouvrir vers ce qu'on appelle, par exemple, qu'on connaît, l'open research ou bien encore l'open innovation. Tous ces éléments aujourd'hui contribuent à l'inclusion numérique et bien entendu à améliorer la chaîne de valeur par rapport au RN. Voici les 4 éléments nécessaires. Maintenant, je vais vers un constat qui est le nôtre. C'est la question est de savoir pour moi comment les établissements du supérieur s'adaptent à ces nouvelles possibilités de traitement de données, puisque je vous dis, dans mon cas, en matière de RNE, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'utilisation des données. Le public qui m'intéresse, ce sont les étudiants, les enseignants-chercheurs, les intervenants externes et le personnel. Comment il arrive réellement à intégrer la RNE? Le fait-il, oui ou non?
et quels sont les moyens dont ils disposent aujourd'hui dans notre domaine pour arriver à mettre de la RNE dans son travail et dans ses échanges. Donc, on est bien d'accord. Parfois, je vais mettre plus l'accent sur les étudiants, parfois sur les enseignants et dans d'autres fois sur le personnel. Alors, mon premier constat, c'est un constat que je fais depuis à peu près 5 ans. Je fais des questionnaires, je l'intègre dans mes cours, donc j'ai réellement des bases de données par rapport à l'utilisation des données et puis par ma fonction aussi au niveau du centre d'accompagnement pédagogique. Aujourd'hui, mon constat, c'est que la consommation de données est inégalée par la communauté universitaire. Quand je parle d'inégalée, c'est-à-dire qu'elle a atteint un taux énorme en matière d'utilisation. Alors, oui, on a atteint un taux inégalé, mais c'est aussi peut-être au fait que depuis 2 ans et quelques, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de pandémie. Et que cette situation a accentué, pour ne pas dire aggravé, la consommation des données. Que l'on consomme des données n'est pas un problème. Que l'on consomme mal les données devient un problème et une source d'atteinte à notre planète ou d'atteinte même à notre état mental aujourd'hui au niveau de notre travail. Donc, c'est mon premier constat. Et je vais vous faire ici un rapport dans le quotidien de l'internaute et dans le quotidien de l'enseignement supérieur et la recherche. Les visioconférences ont été multipliées par 2. Le trafic voix est multiplié par 2, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est, vous entendez par voix. La messagerie Internet ou comme WhatsApp, si vous voulez, la messagerie instantanée a été multipliée par 5 dans le monde. Je parle du monde dans le sens où, bien entendu, on a une moyenne. D'accord ? L'utilisation accrue du streaming. L'utilisation non contrôlée du Wi-Fi, aujourd'hui, les 2 dernières sont en nette progression. Alors, par rapport à cela, j'ai voulu savoir ce qu'il en est de l'enseignement supérieur et la recherche. La visioconférence a été multipliée au moins par 15. Au moins, on dit bien, parce que nous sommes dans les chiffres plus bas. Nous parlons du monde, nous ne parlons pas de la France, où je crois que la multiplication des visioconférences est passée au-delà de même des 30. Le trafic par voix est multiplié toujours par 2. On est passé plus par la visio que par la téléphonie. La messagerie Internet comme WhatsApp a été multipliée par 22. L'utilisation accrue du streaming est encore plus importante. L'utilisation non contrôlée du Wi-Fi, bien entendu, la plupart d'entre nous, on a démocratisé le Wi-Fi. Le Wi-Fi fait partie de nos environnements, mais il est beaucoup plus énergivore, bien entendu, que le filaire. Le matériel et le logiciel sont de plus en plus énergivores. On n'a pas conscience aujourd'hui de ce qu'un slide que je vous présente là peut consommer en tant qu'énergie. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez vu dès le début que j'essaye d'être dans la sobriété. Je n'ai pas essayé d'utiliser une technologie qui va me consommer plus d'énergie puisque ça n'irait pas avec ma présentation. Donc, vous voyez que je reste dans des codes de couleurs clairs qui font passer l'information, mais qui ne sont pas énergivores en matière de consommation. Mon énergie, elle est au plus bas possible. Ça ne m'empêche pas que j'utilise d'autres énergies, et comme j'ai besoin de vous parler, d'office, j'utilise 2 ordinateurs. Donc, je suis dans une autre consommation par rapport à la présentation. C'est là le contrôle nécessaire par une conscience qui doit être installée, soit au niveau, bien entendu, du personnel, des étudiants, des enseignants-chercheurs, mais aujourd'hui, il faut réellement arriver à contenir aussi ces envies d'aller vers le plus et le plus, sachant que le plus nous pousse à consommer beaucoup plus d'énergie, bien entendu, extraite de la Terre. Le deuxième constat sur lequel je m'appuie, c'est une méconnaissance totale de la relation existante
entre l'usage des données et l'impact environnemental et sociétal. C'est-à-dire que si on fait un tour de table et si on essaye de comprendre, effectivement, nous allons nous rendre compte que nous utilisons des données. D'accord, on en parle de partout dans les médias, sur Internet, partout, mais quel est l'impact derrière ça? Ça représente quoi, in fine, cette utilisation de données? Parce que pour beaucoup de personnes, l'utilisation de l'ordinateur, c'est les données sur l'ordinateur, c'est la consommation de l'ordinateur. En définitive, on ne voit pas tout ce qui est derrière, toute l'infrastructure qui est derrière. Donc, cette méconnaissance, ce fait qu'on n'ait pas enseigné dès l'enfance à l'enfant, comme on lui enseigne d'éteindre la lumière parce que ça consomme, qu'on ne lui ait pas enseigné comment consommer le moins de données tout en mettant dans le bon niveau nécessaire de la recherche ou bien de l'enseignement, du fait que ça n'existe pas, on est en train de prendre réellement du retard. Donc, ça, c'est mon premier constat. Aujourd'hui, nous sommes à une utilisation qui est estimée en 2030 à 612 zeta-octets. Ça représente aujourd'hui plus de 15% à peu près du total des gaz à effet de serre. Donc, nous sommes passés de 2%. On est actuellement à 3-4% à peu près. Nous nous attendons à toucher les 15% en 2030. Donc, d'un côté, on fait des efforts. Si du côté numérique, on ne le fait pas, ben, ça ne sert à rien, tout ce qu'on est en train d'imposer par ailleurs. Donc, on est aujourd'hui à une technologie numérique égale par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Si tenter au niveau de nos institutions, au niveau de l'université, la nôtre, toutes les universités, on mettait en place plutôt des cadres méthodologiques, comme vous le voyez sur le schéma ici. Donc, si nous arrivons à mettre un cadre méthodologique, si nous arrivons à mettre en place des outils d'évaluation, il nous faut des outils d'évaluation de consommation de données. Il nous faut des structures de base de données consolidées. Voilà. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que si on fait un tour de table et que nous essayons de voir qui utilise quel logiciel, comment est-ce que nous nous envoyons des données, nous allons nous rendre compte que nous utilisons des bases de données qui ne sont pas consolidées. Nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas dans une logique de ce qu'on appelle une interopérabilité des données. Donc, les données doivent subir des modifications en passant d'un espace à un autre. Et donc, nous allons encore dans la consommation parce que nous allons solliciter d'autres applications, d'autres serveurs, d'autres lignes et nous passons encore une fois dans cette surconsommation. Donc, il y a un travail en amont qui doit être fait aussi bien par les responsables de l'informatique que par nous dans le choix des applications que nous faisons. Il faut qu'il y ait une stratégie de choix. Il faut qu'on comprenne pourquoi nous utilisons tel logiciel et pas tel autre logiciel. Y a-t-il cette possibilité, a-t-on donné au personnel, aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux vacataires à qui on donne tout simplement une plateforme et on leur dit, voilà, vous utilisez cela. Si on n'arrive pas à expliquer à tout ce monde-là l'utilité d'utiliser ces plateformes en matière aussi bien de RNE, nous ne pouvons pas convaincre qui que ce soit de la nécessité de cette interopérabilité, de la nécessité d'utilisation d'applications qui vont faciliter aussi le travail parce que nous serons sur une même base, mais d'un point de vue écologique ou environnemental, ça aura un énorme effet. Donc, tout est lié au savoir, encore une fois, si je fais le tour, c'est réellement le savoir qui pose un problème. Dans le monde universitaire, voici mon constat aujourd'hui. Nous sommes dans une multiplication des plateformes. Au sein de mon université, sans critiquer qui que ce soit, nous sommes dans une multiplication de plateformes, parfois pour une même utilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réfractaires, ou bien il y a un manque de communication,
ou bien il y a un manque de connaissances par rapport aux possibilités données par des outils. Donc, l'amélioration du travail, encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter, il y a une amélioration du travail. Je vois aussi dans mes constats ce manque d'interopérabilité des données différentes qu'on doit modifier pour renvoyer ou pour travailler. Donc, il y a un problème technologique. Encore une fois, une méconnaissance de l'usage des technologies d'information et de communication. Il y a des abus par rapport, par exemple, au matériel. On va changer le matériel tous les 3 ans, alors qu'on n'est pas dans cette nécessité de changement. Ou bien que le logiciel que nous allons utiliser, qu'on utilise à 10% de ses capacités, sera le même dans un matériel beaucoup plus puissant. Ça n'a pas de logique. Donc, il y a quelque chose. Bien entendu, il ne faut pas que la maintenance me coûte plus cher que l'utilisation, mais je dois trouver un équilibre entre maintenance, utilisation et compétences que j'utilise par rapport au matériel que j'ai. Donc, il y a ces procédures aussi. Méconnaissance totale des technologies utilisées, dans le sens où, si je regarde vers les étudiants, pourquoi je parle d'étudiants? Parce que les étudiants viennent avec leur technologie. Ce ne sont pas des technologies qui sont demandées. Donc, chacun va venir avec son ordinateur et ce qui est installé autour. Donc, ça lui appartient, il va utiliser la configuration qu'il veut, mais ou bien la configuration qui lui a été imposée par le revendeur. Et la configuration qui est imposée, elle contient un certain nombre de logiciels qui ne sont pas utiles. Et le fait qu'ils ne soient pas utiles, ils sont énergivores. Donc, on accepte une situation, c'est-à-dire comme aujourd'hui, la communauté vient avec ses ordinateurs, on participe quelque part avec le fait qu'on n'ait pas formé nos étudiants à cette consommation, à ce qu'ils acceptent tout ce qui est préinstallé. Nous le voyons sur nos smartphones aujourd'hui, on a un tas de logiciels préinstallés. Beaucoup de personnes ne savent pas les désinstaller ou craignent de les désinstaller au risque de perdre autre chose. Donc, il y a ce volet-là dans le monde universitaire. C'est un constat que j'ai avec mes étudiants, c'est un constat que j'ai avec des collègues. Je crains, je ne touche pas, et entre-temps, ça consomme. Donc, il y a un manque de communication sur la consommation de chaque technologie, bien entendu. Nous ne sommes pas nombreux, mais je suis sûre que s'il fallait faire un tour de table, et si je demandais à chacun, est-ce que vous avez connaissance de la consommation que vous êtes en train de faire actuellement maintenant, on ne sait pas, parce qu'on a un manque de communication sur chaque technologie que nous utilisons. Et ce serait bien peut-être d'avoir des affichages papier à côté d'un TBI, par exemple un tableau de bord, qu'on informe les utilisateurs, un tableau de bord consomme tant par allumage. Ce sont des informations qui sont très enrichissantes, qui vont donner des idées, notamment par la suite aux communautés, pour changer le comportement, juste quand changer notre comportement de consommation. Le troisième constat, c'est la notion de sobriété technologique qui est inexistante. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos productions ce souci de sobriété. Donc, nous allons mettre de la vidéo quand il faut pas. Nous allons utiliser des slides ou une création technologique qui est très énergivore. Donc, cette sobriété n'est pas enseignée ou n'est pas partagée. Alors, en quoi est-ce qu'elle peut être, comment est-ce qu'on peut en parler de cette sobriété technologique? La durée de vie des équipements. Aujourd'hui, elle est courte. Ce constat qui est vrai pour moi par rapport aux étudiants est plus orienté vers les étudiants que l'administration, puisque par rapport à des plans comptables, par rapport à un amortissement, aujourd'hui, le matériel dans les universités ou dans les écoles, il va attendre cette période comptable et par la suite, en fonction des moyens, en fonction de beaucoup de choses, nous n'allons pas probablement s'en débarrasser aussi simplement. Ce n'est pas le cas au niveau des étudiants. Donc, la durée de vie des équipements, elle est très courte.
La durée, aujourd'hui, je ne peux pas dire, moi je ne peux pas, je suis de ceux qui utilisent les smartphones en cours et le smartphone pour moi est un outil pédagogique, je peux l'utiliser pour l'enseignement, mais je constate aussi que nos étudiants sont à un niveau de changement technologique par rapport à leur smartphone qui est de 12 mois. Donc, la sobriété technologique nous impose ou nous apprend à recycler nos outils, à continuer à les utiliser plutôt que d'aller chercher une autre technologie qui est beaucoup plus forte, mais qui n'est pas nécessaire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'utiliser cette force technologique pour faire ce que je fais actuellement. Donc, mauvaise utilisation ou allocation de ressources, par exemple, cette démocratisation du Wi-Fi fait que tout le monde se jette sur le Wi-Fi, tout le monde sature parfois les bornes, et que pourtant, si je prends l'environnement dans lequel nous sommes, nous aurions un meilleur débit, nous serions plus protégés, les données seraient beaucoup plus protégées si j'utilisais le Wi-Fi filaire, alors que le Wi-Fi filaire dans des bâtiments comme les universités existe. Donc il faut, même si quelque chose est démocratisé, il ne faut pas se jeter dessus, il faut avoir cette sobriété. Demander une technologie suffisante pour la poursuite des études. J'entends par cela, c'est demander une configuration, si vous voulez, nécessaire pour les étudiants. Ne pas pousser l'étudiant parce qu'aujourd'hui, nous avons un état dans lequel vous avez un ordinateur à 1 euro par jour. L'histoire a fait son tour. C'était « oh, c'est super ». Mais cette facilité, si vous voulez, un ordinateur à 1 euro par jour, fait que nous allons aller vers la technologie la plus puissante, puisque nous serons dans cette optique-là, et que nous n'avons pas besoin. Donc, quand on ne va pas vers ces excès d'un ordinateur ou bien une location où on ne voit pas le prix, ça pousse nos jeunes à une surconsommation. Et cette surconsommation aujourd'hui, l'étudiant croit qu'il doit venir avec en début d'année pour avoir le meilleur ordinateur, le plus puissant, mais qui va consommer. On doit aussi éco-concevoir les services numériques. Éco-concevoir les services numériques, c'est-à-dire apprendre, former les services que nous avons au niveau de l'université relatifs au numérique à utiliser des technologies Green IT, dites Green IT, c'est-à-dire qui sont respectueuses de l'environnement. Des ordinateurs, par exemple, qui seraient entièrement par la suite recyclables, c'est une optique, donc on peut passer des labels dans cette logique-là. Des applications, apprendre à nos étudiants à programmer de façon propre, c'est une réalité. Hein. Je fais par exemple des cours en programmation web pour créer des sites. Et ben dans mes cours, je mets l'accent sur la nécessité de programmer proprement et en respect par rapport à la demande numérique. Le troisième point, c'est la formation et l'éducation. Aujourd'hui, mon constat, notamment en France, et je pourrais même le généraliser, c'est que la formation à la RNE, à la responsabilité numérique, touche beaucoup plus les développeurs informatiques que toutes les autres formations. Le public qui est conscient qu'il faut qu'il fasse attention à la consommation ou au développement numérique, que ce soit logiciel ou que ce soit matériel, c'est plus un public d'ingénieurs et plutôt tourné vers l'informatique. Donc, dans le monde universitaire, les formations RNE ou Green IT sont actuellement dans les écoles d'ingénieurs uniquement. Elles sont quasi inexistantes dans des écoles type management, type IAE, donc on doit probablement orienter un peu plus ou même nos cours vers l'utilisation de ce type de formation. Il n'y a pas aussi des formations pour les enseignants-chercheurs. Nous ne sommes pas formés à bien utiliser l'outil informatique.
il y a une sensibilisation qui est faible par rapport à la notion de la RNE dans le monde universitaire. Et probablement, je verrai ça, une facilité d'intégrer cette notion au niveau du PLIX. C'est-à-dire que nous avons ce fameux certificat qui est souhaité pour les étudiants jusqu'à la licence 3. Ils peuvent le passer gratuitement. Donc, probablement, à ce moment-là, intégrer tout ce volet RNE au niveau, et RSE d'ailleurs, au niveau du PIX pour sensibiliser l'enseignement à l'utilisation responsable du numérique. Ça reviendrait à dire cela, en fait. 1. Refuser la mode technologique des modèles dominants. 2. Il nous faut réduire l'empreinte numérique, la consommation d'énergie et l'utilisation de l'Internet à travers les données. Apprendre à réutiliser les équipements, les ressources numériques déjà disponibles. On peut les réparer, on peut les améliorer, on peut les booster, mais on n'est pas obligé, ou bien à la rigueur, s'il faut réutiliser, faisant en sorte que les ordinateurs que nous voulons aillent vers le recyclage. Et c'est mon 4e point. Aujourd'hui, mettre le point sur le recyclage du matériel en fin de vie. 5e et non des moindres, rendre à la Terre sa juste valeur en se reconnectant à la nature et en sensibilisant les autres. C'est une synergie. L'évolution technologique ne peut se faire aujourd'hui sans prise en considération des dégâts que nous faisons à côté sur la Terre. J'aurais fini mon constat et vous dire qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'outils nous permettant chacun de mesurer l'impact environnemental que nous faisons par notre utilisation numérique et par une petite phrase que je vous demande de garder en vous disant que le clic n'est pas systématique, n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de cliquer partout pour avoir l'information. Une autre information qui est non des moindres, c'est que la réponse n'est pas systématique à tout mail. On peut aujourd'hui recevoir un mail et ne pas rendre en disant « oui, j'ai lu, c'est bon ». Ce comportement-là, il faut l'oublier si on veut préserver notre être, notre planète, et puis avoir un comportement plus responsable. Merci pour votre écoute et puis je suis ouverte à des questions s'il y en a. Merci. Merci Inès, c'était très très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on pense savoir, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est resté au moment où on nous a dit voilà, pour protéger l'environnement, il faut arrêter le papier, il faut tout passer au numérique, alors qu'en fait, c'est pas tellement, voilà, c'est pas blanc ou noir. Voilà, il faut apparemment trouver un juste milieu. Il faut, comme tu disais, pas arrêter, pas limiter, mais utiliser raisonnablement. Parce qu'effectivement, comme on dit, on ne va pas arrêter le progrès, mais il faut bien être raisonnable et sobre, comme tu disais. Merci donc pour cette présentation détaillée. Moi, j'avais une question peut-être bête, peut-être que je suis un peu en retard. Tu parlais d'un certificat au plus tard à la licence. C'est le PIX, c'est quelque chose comme le C2I, enfin, mais plus. Le C2I ne s'appelle plus C2I, voilà. C'est le PIX. Donc, voilà, donc je suis un peu restée. Non, c'est ça, mais ils ont changé le nom. Mais je crois que réellement, on ne peut pas aujourd'hui passer, apprendre des logiciels, c'est très bien, apprendre à utiliser la bureautique, c'est très bien, apprendre les droits. D'ailleurs, il y a beaucoup de droits de la donnée dans le PIX. Il y a un volet qui aujourd'hui, à mon sens, nécessaire, c'est l'utilisation consciente
des données. C'est-à-dire que apprendre à nos jeunes à savoir utiliser l'information et la donnée. Et je dis encore, le clic n'est pas nécessaire. Je vais chercher l'information là où il faut, quand il faut, mais ce n'est pas parce que mon doigt peut appuyer sur un écran facilement qu'on ne se rend pas compte des dégâts que nous faisons derrière cela. Le like est énergivore. Les gens croient, bon, c'est vrai qu'il y a de la publicité derrière, il y a tout ça. Le like aujourd'hui doit être conscient, c'est-à-dire faisant des choses, mais faisons-le comme il faut. Non, ce n'est pas seulement pour la planète, c'est une chose, mais même pour nous, pour ce déluge d'informations qu'on ne sait plus aujourd'hui gérer. Nous sommes face à ce phénomène de données, comment le gérer. Vos mails croulent, les miens aussi. Nous sommes devant un déluge d'informations. Nous voulons le gérer, mais nous ne savons plus le gérer. Oui, ça me fait penser à un exemple de la vraie vie, de ma vie de ce matin. J'arrive au bureau et on me dit, tu n'as pas répondu à plusieurs mails qui sont urgents. Pourtant, hier, je suis partie tard du bureau, j'ai regardé bien et en fait, c'était des mails qui ont été envoyés à 3 heures du matin. Voilà. Donc, c'est le principe de la déconnexion. Pardon, mais voilà, au moins la nuit, voilà. La santé mentale fait partie du RNE. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui passer à côté. Il y a un droit à la déconnexion les week-ends, il y a un droit à la déconnexion du moment où on quitte le travail jusqu'au moment où on le reprend. Ça pose des problèmes par rapport à notre vie. Et oui, nous sommes tous en souffrance aujourd'hui dans nos mails. Il nous faut des stratégies pour le traitement de mails. Ça aussi, on ne sait pas le faire en tant que personnel, en tant qu'enseignant-chercheur. On a eu entre nos mains un jour ce qu'on appelle une messagerie électronique. Et on nous a dit, débrouillez-vous avec. Quelles sont les stratégies existantes pour bien gérer sa messagerie? Très peu de personnes sont formées. Quelles sont les stratégies de réponse? Quels sont les outils d'une messagerie à une autre? Les outils sont différents. Qui est formé? Et il faut être formé dans ce sens, encore une fois, pour soi, pour l'environnement, et puis pour ne pas avoir ce type de réflexion, comme tu l'as eu, Véronica, qui te dit, tu n'as pas répondu, oui, mais voilà, moi je suis humain, je ne suis pas un robot, à moins qu'on veuille que l'intelligence artificielle s'installe, apprenne nos comportements et réponde à notre place. D'ici là, il y a un petit peu de temps à attendre, mais ça ne va pas tarder. Oui. C'est vrai que oui. Il y a cette mal-être même des fois d'être de se sentir pas assez rapide, pas assez réactive, et on nous fait croire qu'on n'a pas assez bien, rapidement réagi. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un appel qui me dit pourquoi vous n'avez pas répondu à mon mail alors que le mail il vient d'arriver en même temps que l'appel. C'est impossible. Et effectivement, avec il y a le côté aussi, déjà, c'était assez omniprésent dans nos vies avant la pandémie. Et je pense aussi, il y a ça, il y a le fait que les technologies, les réseaux sociaux maintenant sont partout. En fait, on ne pense pas, c'est tellement omniprésent qu'on ne pense pas qu'il faut se former, qu'il y a un moyen, qu'on a le droit de se déconnecter, qu'on a le droit de faire autrement, il y a ce phénomène de groupe. Qu'on a le droit de passer d'un bureau à l'autre et de dire les choses. Oui, aussi. D'envoyer par messagerie, ça c'est aussi, il y a le téléphone, il y a d'autres outils. Maintenant, et logiquement, ces données qui sont sur la messagerie, ça doit être des données exploitables. Donc, pareil, quel format utiliser pour des données exploitables pour ne pas reconstruire la donnée? Et une reconstruction, c'est de la consommation de temps et d'énergie. Donc, on est dans ces considérations aujourd'hui où il faut réellement exploiter d'un côté, mais bien l'exploiter. Ce n'est pas seulement l'exploitation, mais bien l'exploiter
avec une vision responsable. Oui. Il y a le temps et la consommation d'énergie. Je pense que tu penses à l'énergie, l'électricité, mais je pense aussi à l'énergie humaine, l'énergie et l'intelligence qu'on doit mettre, comme tu dis, de passer d'un logiciel à l'autre, de bien vérifier que les données soient bonnes, exploitables, envoyables, enfin, publiables, parce que il y a ça aussi, il y a la confidentialité, il y a le mot scientifique, c'est l'interopérabilité. Interopérabilité, oui. Voilà. Si aujourd'hui, on apprend tous à mettre les données dans des formats interopérables, peut-être ça va vous parler à tous, le fichier .csv, par exemple, si j'ai des données Excel, moi, une autre personne, une autre responsable, au lieu de les mettre sous format Excel et que moi, je n'ai pas Excel ou j'ai un autre, donc il faut les mettre dans des formats qui peuvent être, où on peut les utiliser sans devoir utiliser une énergie supplémentaire pour les transformer. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle les formats ouverts interopérables. Et ça, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas. On n'a pas. C'est un apprentissage qu'il faut faire. On devient RNE, on peut le devenir, responsable numérique. Chacun d'entre nous, on peut le devenir si on sait quelles sont les étapes nécessaires à mettre en place et si l'organisme dans lequel on est, l'entreprise, l'université, l'école, qu'importe, a mis en place une stratégie. Il faut qu'on soit nous-mêmes conscients de la nécessité de faire ce changement stratégique au sein de... Et puis que chacun s'y tienne. Je crois qu'on arrivera si cette démarche existe. Oui. Voilà. Alors, je regarde si on a une question. Alors, je pense qu'on a... Pas de questions. Oui, il n'y a pas de questions. On a exploré quelques questions. Je te remercie encore pour tous ces détails. Encore une fois, nous allons rendre l'enregistrement disponible sur notre page. Je pense que c'est un sujet très important qui va intéresser beaucoup de personnes et qui va être très, très utile à éveiller les consciences, justement, parce qu'il y a des informations, on dirait, comme l'image de l'iceberg. Il y a tout ce qui est en dessous qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, donc qui serait intéressant à explorer et justement à trouver les stratégies correctes à mettre en place et essayer de remédier, à améliorer, à optimiser tous ces outils qu'on a, parce qu'effectivement, maintenant, on a des outils. Je rajouterai une petite information. Il faut savoir que les écoles, les universités peuvent se labelliser Green IT, c'est-à-dire qu'elles ont un comportement responsable numérique. C'est faisable, mais il y a bien entendu un certain nombre d'éléments à mettre en place, plus ou moins difficiles, mais on peut, de partout, essayer d'aller dans ce sens. Ça serait intéressant d'explorer cette certification et d'essayer de la voir parce que c'est assez... c'est important. C'est important pour les générations futures. Comme tu dis, oui, surtout pour les générations futures parce que nous, on fait comme on peut, mais il faut faire au mieux pour ne pas le regretter pour après. Voilà. Merci beaucoup Inès. Merci à tous d'avoir été présents. Et je vous dis à bientôt. À bientôt et bonne journée. Merci, bonne journée.